Aujourd'hui, on est dans des attaques qui sont dans la sphère personnelle, sans aucune limite. Il n'y a pas de frontières. Les hackers, vu de leur côté, tout ce qui est de l'empreinte numérique des personnes présentes sur Internet est susceptible effectivement d'être utilisé pour attaquer. Et on va très loin. On a une empreinte numérique, tous autant que nous sommes, qui est beaucoup trop importante par rapport à ce qu'elle devrait être. Et le résultat des courses, c'est que les conversations sont extrêmement crédibles. Bon nombre de collaborateurs n'ont même pas idée de ce qu'on peut faire avec une voix aujourd'hui. Montrer via un échantillon réel de ce que l'on peut faire avec une voix est absolument essentiel. Il faut définitivement devenir paranoïaque sur le sujet. On ne peut pas se fier définitivement à quoi que ce soit effectivement une image, que ce soit un audio, donc une voix, ou que ce soit un élément texte. Bonjour Jean-Baptiste et bienvenue sur cette émission Risque Intel Média qui se déroule au cœur du FIC 2025. Bonjour Yasmine. Alors je te propose Jean-Baptiste de te présenter dans un premier temps. Tu fais partie de la société SoSafe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est cela. Donc effectivement SoSafe, je suis le vice-président de l'activité internationale, tout le développement de l'activité qui s'est fait hors de la zone germanophone européenne, et ce depuis 3 ans. Alors merci d'être avec nous encore une fois. Vous avez chaque année un rapport, le Human Report, qui est hyper passionnant, très intéressant, que j'ai pu d'ailleurs décortiquer et sur lequel d'ailleurs je me suis basée pour faire cette interview puisque j'ai plein de questions. La première question que je voulais te demander, c'est que j'ai constaté que vous parliez notamment de cybermenaces et tu cites l'attaque contre le PDG de WPP comme un cas d'école d'un scam par le deepfake. Très intéressant. Donc, est-ce que tu peux nous raconter justement cet exemple? Oui, cette histoire est effectivement très intéressante, surtout les enseignements qu'on peut en tirer. Alors de quoi parle-t-on? On parle effectivement du PDG de cette société dont la voix a été clonée. Et ce clone de la voix a permis effectivement aux hackers derrière de générer toute une série d'initiatives d'ingénierie sociale, dont déjà le fait de soutirer auprès des collaborateurs de ce PDG via des échanges vocaux qui ont pu avoir lieu grâce à cette voix pour récupérer des informations sensibles et puis aller bien évidemment au-delà, c'est-à-dire d'essayer de soutirer de l'argent et de récupérer de l'argent et d'obtenir des transferts d'argent, je dirais, via cette voix clonée du PDG. Donc c'est allé loin et ça nous amène à certains enseignements bien évidemment. C'est une tentative qui a abouti? Alors, à notre connaissance, il n'y a pas eu, je dirais, d'impact particulier sur un plan purement monétaire. Il y a malheureusement des informations sensibles qui ont été partagées, mais ça n'est pas allé au-delà, bien heureusement. Donc finalement, aujourd'hui, on est en train d'arriver dans un nouveau paradigme de la sensibilisation, puisque pendant très longtemps, qu'est-ce qu'on disait aux collaborateurs? Si vous ne l'avez pas vu, si vous ne l'avez pas entendu, vous ne faites pas confiance. Mais aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'on va leur dire? Puisque un coup de fil ou une visio n'est toujours pas plus certaine. Mais c'est très vrai, Yasmine. Je crois qu'effectivement, il faut définitivement devenir paranoïaque sur le sujet. On ne peut pas se fier définitivement à quoi que ce soit effectivement une image, que ce soit un audio, et donc une voix, ou que ce soit un élément texte. Malheureusement, tout est susceptible d'être aujourd'hui falsifié. Et donc, il faut amener les collaborateurs de l'entreprise à mieux comprendre ce sujet et mieux l'appréhender, bien évidemment. Finalement, il faut devenir un paranoïaque pragmatique. Je crois. Mais il y a aujourd'hui aussi des choses qui doivent être mises en place dans les entreprises. Très clairement, la première des choses, je pense, et c'est important de le rappeler, quand on parle de sensibilisation des collaborateurs au sujet, je crois qu'il faut démystifier cette capacité aujourd'hui de cloner une voix. Personnellement, et on est tous dans ce secteur d'activité, on a l'impression que tout le monde le sait, mais non. Bon nombre de collaborateurs n'ont même pas idée de ce qu'on peut faire avec une voix aujourd'hui. Montrer via un échantillon réel de ce que l'on peut faire avec une voix est absolument essentiel. Et puis après, la voix est quelque chose qui peut être protégé. Je dirais, et là, on est en train de redécouvrir des technologies qui existent depuis très longtemps, le watermarking, le fingerprinting, qui sont des technologies qui permettent de s'assurer qu'il y ait une intégrité sur l'élément audio qui est partagé. C'est utilisé dans le monde de la radio depuis très longtemps et aujourd'hui, il va falloir mettre ça en place de façon à être sûr que si j'ai un appel du PDG de l'entreprise, j'ai une forme d'intégrité autour de ce message me disant oui, c'est bien lui qui me parle. Voilà. Et puis, après, je crois aussi que les entreprises doivent mettre en place des process pour protéger un certain nombre de processus. En particulier, quand il y a un transfert d'argent à la clé, il est indispensable qu'il y ait effectivement plusieurs étapes en rapport avec cela, de façon à effectivement s'assurer qu'il y ait une forme de sécurité autour de ça. Donc tout ça doit évoluer. Ce n'est pas uniquement une question des collaborateurs de devenir paranoïaques, c'est aussi de l'entreprise de s'organiser de façon à ce que ça soit moins risqué.
Je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu parles de mise en place de processus, puisque moi j'avais pas mal parlé, tu sais, du cas qui s'est produit à Hong Kong, la personne qui a Bien viré sûr. quand même 24 millions de dollars, si je ne me trompe pas, ce qui est une somme énorme. Et là, pour le coup, il y a vraiment eu un impact financier à la clé. Et donc, pour recontextualiser l'histoire, c'est un collaborateur qui reçoit donc un lien Zoom ou que sais-je pour se connecter avec ses collègues. Il se connecte avec deux personnes. Il s'avère que c'est bien le visage de ses collègues, c'est bien la voix de ses collègues, donc il ne se méfie pas et il fait ce virement de 24 millions de dollars. Et donc, j'en discutais notamment avec des ciseaux sur voilà, qu'est-ce que devient l'IA, comment on l'utilise. Et là, on me dit, alors oui, on a utilisé l'IA pour créer justement une arnaque, mais la réelle question, c'est de se dire comment on vire 24 millions de dollars sans qu'il y ait de process C'est ça. autour. Il aurait dû y avoir des échelons qui auraient dû être notifiés, ça n'aurait pas dû se faire en un clic. Exactement. On est totalement d'accord. Alors, je reviens toujours sur ce rapport. Il met également en ACA, le rapport met également en avant une augmentation de 72% des organisations signalant un risque cyber accru. Quels facteurs principaux, selon toi, expliquent justement cette escalade? Alors, on a identifié 4 grands aspects en fait qui peuvent être à l'origine de cette tendance qui, encore une fois, est très anxiogène. Le premier d'entre eux, c'est effectivement la sphère d'attaque aujourd'hui, hein. On a beaucoup effectivement imaginé que les attaques des hackers allaient s'arrêter à la sphère professionnelle. Aujourd'hui, on est dans des attaques qui sont dans la sphère personnelle, sans aucune limite, hein. Il n'y a pas de frontières. Les hackers, vu de leur côté, tout ce qui est de l'empreinte numérique des personnes présentes sur Internet est susceptible effectivement d'être utilisé pour attaquer. Et on va très loin, hein. On a vu effectivement toutes ces, je dirais, chantages autour d'images transformées des enfants, de collaborateurs, et ce pour obtenir des informations. Ça va extrêmement loin. Donc ça, c'est un élément. Le deuxième élément accélérateur, c'est bien sûr l'intelligence artificielle, hein, la capacité qu'ont aujourd'hui les hackers de tout transformer, de tout personnaliser et effectivement de générer des conversations totalement effectivement automatisées autour de ça. Ça, c'est une évidence. Troisième élément aussi, c'est une accélération des attaques au niveau de la chaîne d'approvisionnement, ce qu'on appelle la supply chain. Tout ce qui est partenaires et fournisseurs des entreprises sont aujourd'hui très largement ciblés par rapport à ça. Et puis le dernier élément que je citerai, c'est l'attaque multicanale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus attaqué uniquement via un email effectivement de phishing, mais on peut être attaqué sur des réseaux sociaux, sur des messageries. Et tout ça est généralement combiné pour rendre l'ingénierie sociale d'autant plus efficace. Donc tout ceci, tous ces aspects, je dirais, justifient très probablement cette accélération de la situation. Alors justement, moi j'aimerais bien qu'on revienne sur les attaques basées sur de l'IA. Donc le rapport mentionnait notamment que 91% des experts en sécurité anticipent une hausse des attaques basées sur l'IA dans les 3 prochaines années. On a parlé de quelques cas, mais est-ce qu'on peut revenir justement sur des exemples concrets de comment aujourd'hui on va utiliser les IA dans le cadre de cyberattaques? Oui, alors l'IA, bien évidemment, a différentes composantes. Il est clair que la composante de modification de l'image, modification de l'audio et du texte est un élément. Ce qui est probablement l'élément le plus, je dirais, qui amène à plus d'inquiétude aujourd'hui, c'est vraiment l'IA générative. L'IA générative permet aujourd'hui de travailler avec des chatbots totalement automatisés, alors bien évidemment vu côté attaquant, et dans lequel ils vont pouvoir générer des conversations effectivement avec des personnes, je dirais, et qui seront totalement alimentées via l'IA. Et ça crée une situation de no limite par rapport à ce qui peut être fait. Donc comment ça se passe? Ça se passe tout simplement que les hackers font les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire que la première chose, c'est bien évidemment quand on veut attaquer une personne en particulier, il va falloir collecter de l'information. On va s'intéresser à l'empreinte numérique de la personne, on va identifier toute information disponible sur le dark web, pour être très clair, et puis on va utiliser ça comme étant des points d'entrée. Et puis après, on va commencer effectivement de façon très méthodique à effectivement attaquer la personne, souvent via un email de phishing. L'email de phishing reste le point d'entrée naturel, mais bien évidemment avec pour but non pas d'en arriver à des résultats immédiats, mais éventuellement de pouvoir engager une conversation et alimenter cette conversation pour récupérer des informations. Ce qui est très, très intéressant de voir, c'est que le hacker a une photographie très claire de ce qu'il a déjà et de ce qui lui manque. Et donc il va chercher ce qui lui manque. Donc l'IA et le chatbot automatisé dont je parlais tout à l'heure va pouvoir aller chercher très spécifiquement des informations manquantes pour alimenter bien évidemment son attaque. Et puis derrière, bien évidemment, pouvoir engager sur différents canaux par rapport à ça pour effectivement obtenir un niveau d'information suffisant pour derrière passer, je dirais, à l'acte. Et bien évidemment, soit récupérer de la donnée, soit mettre en place un ransomware, soit s'infiltrer dans l'organisation, etc. Donc l'IA, en fait, est un accélérateur à tout ça. L'IA n'est pas une fin en soi et l'IA ne fait pas à la place d'eux. Le hacker, par contre, je dirais, est le chef d'orchestre
qui, bien évidemment, sait très spécifiquement ce qu'il va chercher et comment il va le chercher. Mais ce que permet l'IA, c'est une industrialisation de cette démarche et qui rend bien évidemment la démarche extrêmement simple. Donc finalement, si je comprends bien, c'est qu'on va avoir des IA qui vont collecter des données sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour pouvoir personnaliser justement leur attaque, parce qu'on va Tout à fait. savoir typiquement que toi, Jean-Baptiste, tu as un chien qui s'appelle le vendredi, que tu habites dans telle Mais c'est ça. ville, que le dimanche, tu fais certaines choses avec ta famille, et donc pouvoir créer des chatbots, si je comprends bien, qui vont envoyer des messages, c'est ça? Mais des Alors, messages le personnalisés. chatbot va engager la conversation avec moi. Ok. Va bien évidemment s'alimenter des informations qu'il a déjà, mais avec pour but d'aller chercher ce qui lui manque. Mais bien évidemment, il aura pour but, dans la conversation qu'il va mener avec moi, de me mettre en confiance. Et comment on met en confiance quelqu'un? En lui parlant de choses qui sont Qui le déjà touchent. connues et qui le touchent et qui paraissent être susceptibles d'être connues uniquement des gens qui te sont proches. Et c'est là où effectivement ça devient diabolique. Parce que bien évidemment, on a une empreinte numérique tous autant que nous sommes qui est beaucoup trop importante par rapport à ce qu'elle devrait être. Et le résultat des courses, c'est que les conversations sont extrêmement crédibles. Alors moi j'ai une petite anecdote qui n'est pas tout à fait la même chose, mais qui je retrouve en fait l'esprit de ce que tu me racontes. C'était une expérience qui a été faite dans le métro de New York et qui a été faite grâce au Google Glass. Mhm. Donc pour rappeler un petit Ouais. peu, les lunettes de Google Glass permettaient en fait en le mettant en ligne sur les réseaux sociaux de récolter des informations sur les personnes. Tout à fait. Donc typiquement le monsieur se baladait dans le métro de New York, il regardait des gens et là en fait il avait tous ses réseaux sociaux qui apparaissaient, donc il voyait que ce monsieur était à une conférence il y a un mois, qu'il était sur LinkedIn dans cette entreprise là, qu'il avait eu telle ou telle activité. Et donc, il s'approche de la personne. Donc, déjà, il le nomme. Une première réaction, c'est qu'on se connaît, si la personne C'est se ça. nomme. Donc, il répond oui, oui, c'est moi. Il fait mais si, je t'ai vu la semaine dernière à telle conférence de telle société. Et qu'est-ce qui se passe naturellement? Nous n'aimons pas être impolis. Donc, très souvent, nous faisons semblant de connaître la personne. Bien sûr. Donc la personne répond ah mais tout à fait, c'est vrai, on s'est croisés, et en fait il engage une conversation, il récupère des informations et c'était impressionnant, et il l'a fait sur plusieurs personnes et ça ne ratait pas. Systématiquement les gens tombaient dans le panneau parce que on a mis la personne en confiance, parce qu'on avait des informations. Voilà. Exactement. Mais alors moi je me questionne parce que, et je pense que le public qui nous regardera justement sur cette émission se questionnera pareillement. Aujourd'hui, on est très présent sur les réseaux sociaux. C'est très difficile d'y manquer. Je ne connais pas de personnes qui n'ont pas à minima un compte Instagram ou LinkedIn ou Facebook ou autre. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est si présent sur les réseaux sociaux, mais qu'il faut en même temps finalement faire très attention aux informations qu'on met à disposition? Alors, je crois qu'il faut déjà effectivement être conscient de ce qu'on met à disposition. Et cette prise de conscience, elle est importante. Et à chaque fois qu'on fait un post ou qu'on laisse une image ou qu'on partage quelque chose, il faut être conscient qu'on vient de le partager. Et qui dit être conscient de l'avoir partagé, dit que ça peut être effectivement un élément qui sera utilisé contre nous à un moment pour nous manipuler. Il faut en être conscient. La deuxième des choses, et moi je le cite toujours, c'est le fait de ne pas laisser de l'information en temps réel. C'est-à-dire que si en quoi que ce soit, et hormis je veux dire, le fait de devoir absolument annoncer votre présence quelque part, sinon décaler toujours dans le temps le fait de communiquer que vous êtes allé à un endroit, communiquer plutôt quelques jours après que quelques jours avant. Pourquoi? Parce que vous savez pertinemment que vous serez susceptible d'être écouté, d'être suivi, et que ça peut être l'occasion d'une manipulation vous concernant. Donc, soyons conscients de la chose. Soyons aussi, je dirais, raison gardée sur ce que l'on communique. On voit beaucoup trop de photos extrêmement, je dirais, personnelles et intimes et quoi que ce soit qui ne devraient pas être sur les réseaux sociaux, très honnêtement. Et il faut probablement un petit peu travailler sur son ego, certainement. De façon à ne pas avoir un ego surdimensionné, à penser que tout le monde a envie d'entendre Faut parler de savoir vous. plus. Voilà, à un moment ou à un autre, il faut savoir en garder un peu pour ses proches. Et ça ne se situe pas obligatoirement sur les réseaux sociaux, certainement. Finalement, ça reprend le vieil adage vivant heureux, vivant caché. Un Voilà, peu, ça s'applique. on est d'accord. Alors, toi qui travailles dans la sensibilisation, tu envoies finalement des collaborateurs, des personnes qui ont besoin de monter en compétence sur ces questions de sécurité numérique. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dont ils ont conscience? Non. Enfin, je crois qu'il faut être très clair. Il y a encore énormément de gens qui ne réalisent pas surtout l'ampleur de ce qui peut être fait. Je pense que tout le monde a compris que des emails de phishing, ça peut exister, qu'on peut recevoir des emails qui sont susceptibles d'être manipulés. Certes, ça, je pense que c'est à peu près compris dans les entreprises. Dans le secteur privé, dans l'environnement personnel, ce n'est probablement pas encore vrai de toutes les tranches de toutes les générations, mais ça, c'est au moins acquis. Maintenant, la manipulation qui peut être faite, on le disait tout à l'heure, le clonage d'une voix et l'authenticité en fait de ce clonage qui interpelle complètement, le fait d'avoir une image modifiée et qui me laisse à penser que je suis en train de parler avec Yasmine, mais qu'en l'occurrence ce n'est pas Yasmine, mais une image qui a été modifiée, les gens ne se rendent pas compte jusqu'à quel point on peut aller.
Et là-dessus, je pense qu'il faut effectivement faire en sorte que la sensibilisation aille vers une démystification de ces éléments-là. Et là-dessus, il y a encore énormément de travail à faire dans nos entreprises et même dans la sphère privée. Je pense que là, il n'y a absolument plus aucune frontière entre l'environnement professionnel de l'environnement privé. Il faut effectivement que je dirais, ça se répartisse et se répande dans l'ensemble de notre exposition effectivement numérique aujourd'hui. Et c'est d'autant plus vrai pour nos enfants qui aujourd'hui sont effectivement la génération numérique, s'il en est, et qui aura besoin d'apprendre ça très probablement à l'école. Donc, il faut sortir ça des sphères purement professionnelles, il faut que ça s'apprenne à l'école, peut-être en lieu et place d'autres choses. Je ne citerai pas ce qu'il faudrait enlever, ce qu'il faut garder, mais il faut certainement démarrer très très tôt pour comprendre ce qu'est une empreinte numérique typiquement. Alors très étonnamment, j'avais regardé un rapport justement qui montrait le fossé générationnel en termes de sensibilisation de risque numérique. Et moi, j'aurais pensé très naturellement que les jeunes, étant très technophiles en fait, auraient été beaucoup plus touchés par ces questions. En réalité, pas du tout. Les 45 ans et plus sont beaucoup plus sensibilisés Ouais. parce que finalement, la technologie, quelque part, je dirais pas que ça les effraie, c'est un grand mot, mais c'est pas quelque chose avec lequel ils ont toujours vécu. Il y a 30 ans, ils n'avaient pas les réseaux sociaux, donc ils ont su vivre sans et maintenant ils vivent avec. Là où effectivement, les jeunes générations ont toujours connu cet écosystème-là et donc finalement sont complètement désensibilisés et sont Absolument. beaucoup plus à risque d'arnaques, de deepfake, de fausses informations, de désinformation sur les Tout réseaux à fait. sociaux. Ils absorbent complètement, contrairement aux générations un peu plus, alors, est-ce qu'on peut dire un peu plus âgées, je ne sais pas, mais aux Non, non, autres mais bien sûr. générations. Effectivement, il y a un fossé entre les gens qui sont nés dans l'environnement numérique, de ceux qui ne sont pas nés dans l'environnement numérique, et on n'a pas la même approche à cela. Donc effectivement, ces jeunes générations sont pour nous une cible prioritaire, Complètement. que ça soit encore une fois dès l'école, mais bien évidemment, même quand ils arrivent dans nos entreprises, les jeunes sont effectivement d'une part très largement ciblés. Et effectivement doivent être éduqués en conséquence. La seule chose qui nous sauve un peu dans les entreprises, c'est que généralement les jeunes sont probablement pas ceux qui auront un maximum de droits et de responsabilités dans les entreprises. Il est rare que, je dirais, le directeur financier de l'entreprise soit un jeune de 21 ans Pas encore. ou le directeur de l'informatique, mais tout ça fait que ce seront ceux qui le seront demain. Et donc il faut bien évidemment que ces gens soient acculturés à ce sujet, c'est évident. Tout à fait raison, c'est ceux de demain. Donc effectivement, le temps que ça arrive, il faudrait qu'effectivement ils puissent monter en Tout à compétence. fait. Alors tout à l'heure, tu parlais justement des attaques multicanaux. J'aimerais bien qu'on revienne dessus. Toujours dans le rapport que j'avais étudié, on a 94% des organisations touchées viennent en fait d'attaques multicanaux. Alors qu'est-ce qu'on entend par attaque multicanaux et comment les entreprises peuvent-elles adapter leur stratégie de défense pour continuer justement cette diversification des points d'entrée? Alors, les attaques multicanaux, c'est très simple. C'est en fait effectivement travailler sur les différents points d'accès en termes de communication auxquels on est exposé pour effectivement mener des attaques effectivement en différentes étapes. Ah, donc, quels sont les points d'accès? Bien évidemment, l'email, toujours, mais ça peut être les applications de messagerie de l'entreprise, les Teams, les Slack, les WhatsApp qu'on utilise, les réseaux sociaux au sens large, les LinkedIn, mais on peut être aussi dans un environnement Facebook et autres. Et puis, bien évidemment, je dirais des appels vocaux. Hein, on parlait tout à l'heure effectivement d'un clonage de voix. On peut tout à fait imaginer effectivement générer des appels téléphoniques, cette fois-ci effectivement. Donc voilà effectivement les différents canaux qui sont mis en œuvre. Et un peu à l'image de ce que je décrivais tout à l'heure sur l'IA, les choses se font étape par étape. La première des étapes pour effectivement un hacker, c'est de se dire quelle est l'empreinte numérique de la personne que je veux attaquer. Ou quelles sont les différentes empreintes numériques disponibles dans l'entreprise pour chercher un point d'entrée. C'est ça qui est intéressant, c'est que la personne n'a pas obligatoirement toujours une personne en vue. Par contre, elle sait le résultat qu'elle veut obtenir, c'est-à-dire qu'elle veut rentrer dans l'entreprise, soit pour voler de la donnée, soit pour mettre en place un ransomware, soit pour effectivement pouvoir pénétrer encore plus loin dans l'organisation. Donc elle va s'y prendre étape par étape. Donc effectivement, on va commencer par envoyer des emails de phishing, on va faire en sorte de récupérer des informations, on va faire en sorte d'engager le dialogue via éventuellement des comptes bien évidemment modifiés et falsifiés sur les outils de communication. Et puis effectivement, on va rentrer en contact sur les réseaux sociaux avec des profils bien évidemment complètement modifiés. Et puis en ayant récupéré de l'information et surtout mis la personne en confiance, c'est exactement l'exemple que tu citais tout à l'heure, eh ben on va en passer à des appels vocaux. Et on va commencer à avoir des dialogues téléphoniques qui seront encore une fois automatisés avec un chatbot qui va apporter toutes les bonnes réponses au fur et à mesure et donner tous les éléments de contexte. Effectivement, je connais le nom de ton chien, mais je connais aussi le fait que tu aies 3 chats et que tu as un enfant qui est à telle école, etc. etc. Et là, tu es mis dans une situation où on va passer à l'acte. Et passer à l'acte, ça veut dire quoi? Exécuter ce pourquoi tu es venu.
Ça veut dire quoi? Eh ben, c'est bien évidemment soit mettre en place un ransomware, c'est récupérer de l'info, c'est rentrer un peu plus loin et surtout après se propager dans l'organisation. Et c'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas imaginer que le point d'entrée à protéger, c'est juste les dirigeants, l'équipe financière et l'équipe IT. Non, c'est tout le monde. Parce qu'une fois qu'on est dans l'entreprise, même si on n'a pas des droits à privilèges, on peut bien évidemment commencer Escalader. à grenouiller et effectivement travailler sur la même logique de dire j'ai des empreintes numériques de différentes personnes, j'engage le dialogue et je suis déjà dans l'organisation et je continue mon chemin pour aller plus loin. C'est diabolique, mais malheureusement ça marche. Donc comme ça marche, eh ben, ça se répète encore et encore. Et c'est comme ça qu'est mis en place des attaques multicanales aujourd'hui par des hackers. D'accord. Alors, est-ce que, même si je comprends, on a ces attaques multicanaux, est-ce que pour autant, euh, le phishing, donc le mail, hein, reste le premier point d'entrée? Oui, Ouais. oui, parce que c'est simple à mettre en œuvre. Et puis ça peut être très industrialisé et très personnalisé aujourd'hui. Il y a encore quelques années, je dirais, le hacker avait quand même un peu de travail, le pauvre. Il avait quand même un temps à devoir personnaliser des emails ou sinon c'était plein de fautes d'orthographe, voire pas mis dans je dirais, la langue adaptée. Donc c'était effectivement un processus relativement long. Aujourd'hui, c'est extrêmement simple de personnaliser des emails, je dirais, de façon industrielle. Un hacker peut aujourd'hui engager le dialogue via un email de phishing avec des dizaines de milliers de personnes en l'espace de quelques jours. C'est juste effrayant, mais et avec un niveau de précision et de personnalisation qui est juste perturbant. Donc oui, c'est un point d'entrée naturel. Alors bien sûr, il y a des dispositifs de protection dans les entreprises qui ne sont pas malheureusement efficaces à 100%. Donc sur la volumétrie qui est bien évidemment générée, il y a toujours une quantité qui passe. Et si ça passe pas via des emails, ça passera autrement. L'attaque multicanale en est la meilleure illustration. Il ne s'arrête pas à l'email. C'est un point d'entrée naturel et facile, mais si c'est pas Pas l'email, aussi. ça sera autre chose. Alors, tu parlais aussi tout à l'heure des menaces sur la supply chain, et notamment, j'avais vu qu'il y avait le cas de CDK Global. Est-ce que tu peux nous en dire plus de cet exemple? Oui, alors le cas de CDK Global est assez intéressant. En fait, c'est un fournisseur, un prestataire de logiciels aux États-Unis qui fournit les concessions automobiles. Et ce prestataire a fait l'objet d'un hacking et par lequel, effectivement, il y a une forme de ransomware qui s'est mis en place. Et donc, il y a 15 000 concessions automobiles du jour au lendemain n'avaient plus de logiciel de gestion pour pouvoir vendre des voitures. Bien évidemment, ils ont fait ça au meilleur moment de l'année, c'est-à-dire en juin, qui est la période où aux États-Unis, on vend le plus de voitures, effectivement, dans les concessions. Donc, ça a eu un impact considérable. 15 000 concessions bloquées du jour au lendemain, plus de logiciel de gestion, incapable de pouvoir finaliser la vente d'un véhicule. T'imagines bien évidemment l'impact économique que ça a eu, c'était considérable. Donc ça illustre ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire on voit une accélération de ce supply chain. Si on n'arrive pas à rentrer par la porte, restons dans les principes simples, on rentre par la fenêtre. La fenêtre, dans une logique de l'entreprise, la porte, c'est l'entreprise, la fenêtre, c'est la chaîne d'approvisionnement, ce sont la supply chain. Et on se rend compte que de plus en plus d'entreprises sont aujourd'hui dépendantes d'outils logiciels, en particulier sur des plateformes SaaS pour la gestion, pour la paye. On se rappelle aussi de Starbucks qui effectivement s'était retrouvé avec une attaque sur les logiciels de paye. Ils ne pouvaient plus payer qui que ce soit pendant, je dirais, pendant des semaines. Enfin voilà, donc ça rend les choses très compliquées. Et c'est pour ça qu'il faut cette prise de conscience au niveau de la supply chain, de façon à ce que, bien évidemment, l'ensemble des prestataires de l'entreprise aient le même niveau, je dirais, de sécurité mise en œuvre. Et en cela, enfin, on a une réglementation qui va en ce sens, NIS 2, qui doit permettre aujourd'hui aux entreprises de pouvoir être dans l'exigence vis-à-vis de ses partenaires, de dire voilà, moi j'ai mis ça en place, vous devez mettre en place quelque chose d'équivalent si vous voulez être en conformité avec ce que la réglementation nous demande. Donc je pense qu'on va vers le meilleur, mais il y a un chemin à parcourir absolument énorme. D'ici là, malheureusement, les hackers continueront d'en profiter. Alors, je pense qu'on l'a bien démontré, on a une recrudescence, une augmentation des cyberattaques. Mais alors, comment on fait pour sensibiliser les salariés? Alors, c'est un travail dans le long terme, hein. Encore une fois, rappelons-nous de quoi on parle. On parle d'éduquer des gens sur un sujet, l'éducation humaine est ce qu'elle est, une capacité je dirais, s'investir sur un sujet et bien évidemment à changer son comportement prend du temps. Et là, on fera ce qu'on veut, mais hormis si on a décidé de cloner les individus et d'en faire des machines, sinon, je pense que ça continuera de prendre du temps. Par contre, je dirais là où je veux voir une lueur d'espoir, c'est que l'humain a une capacité, entre guillemets, à s'adapter qui est absolument considérable. Donc, si tant est qu'on s'y prenne bien, on peut imaginer obtenir des résultats assez incroyables. C'est pour ça qu'on croit, entre autres chez SoSafe, le fait de dire on peut faire en sorte que les collaborateurs deviennent des pare-feux humains, des human firewall. C'est pas une vue de l'esprit, c'est simplement parce qu'on est absolument persuadé que si les gens ont compris ce qu'ils doivent faire, sont entraînés régulièrement à le faire et soient incités à changer de comportement,
il arrivera un moment où la majorité d'entre eux peuvent changer de comportement. Voilà, c'est en cela qu'on croit. En cela, par contre, il faut mettre à disposition des plateformes qui y répondent, hein. Donc, encore une fois, si vous voulez que le sujet soit intéressant pour les collaborateurs, encore faut-il qu'ils aient des modules de formation qui soient adaptés à des sujets qui sont de leur quotidien, dans des formats qui soient suffisamment courts pour qu'ils puissent l'inscrire dans leur journée de travail, que ce soit un tant soit peu gamifié, parce qu'on aime bien jouer et on aime bien effectivement être en compète avec les autres, ça c'est une réalité. Et puis surtout, je dirais, sensibiliser et surtout former les gens au sujet du moment. Euh, qui que ce soit qui a une plateforme de sensibilisation qui ne parlerait pas d'IA générative, c'est juste je dirais une hérésie. Il est évident qu'il faut parler des sujets qui sont la réalité, le clonage de la voix, la modification des images, tout ça, tous ces sujets-là doivent être abordés. Et puis après, il faut entraîner les gens. Et entraîner les gens, ça veut dire les exposer à des attaques éventuelles, donc des emails de phishing, mais aussi des envois de textos, des appels téléphoniques simulés, des QR codes, si on n'a pas parlé des QR codes, des QR codes modifiés, etc. Et de voir comment ils réagissent. Et dans cette logique de réaction, le but, c'est de rester positif, c'est de dire, OK, vous n'avez pas tout vu, vous avez fait une erreur, par contre, comprenez que la prochaine fois, il faudra vérifier ça, etc. Et donc, on est dans une logique d'apprentissage positif, dans lequel les gens doivent arriver à un stade de se dire, OK, par rapport à ce qu'on me demande de faire, maintenant, j'ai un comportement qui est adapté par rapport à ce que me demande l'entreprise. Et puis, au-delà de cela, c'est d'aller à l'étape suivante, c'est-à-dire de rendre les gens proactifs. C'est-à-dire, maintenant, devenez suspicieux. C'est-à-dire, quand vous recevez quelque chose, interrogez l'équipe sécurité. Il y a toujours cette logique de dire équipe sécurité, dites-moi si je peux l'utiliser ou pas. Hein, c'est comme l'appel à l'appel à un ami de M. Foucault. Il faut à un moment ou à un autre rentrer dans cette logique de dire voilà, équipe sécurité, est-ce que je peux le consommer ou pas? Mais au moins se poser la question, et ça c'est extrêmement important, de remonter des informations, d'avoir un retour. Aussi, on insiste beaucoup sur le fait de dire ne mettez pas en des dispositifs dans lesquels vous demandez aux gens de remonter des infos sans leur donner des réponses, parce que ça perturbe leur quotidien. Enfin, une comptable qui reçoit des factures et qui renvoie les éléments à l'équipe sécurité et l'équipe sécurité ne lui répondant pas, elle fait quoi après? Comment elle paye ses factures? Enfin, elle n'y arrivera jamais. Donc ça, c'est des éléments importants. Et puis le dernier élément de dispositif qu'on voit, c'est que le chatbot qui peut être utilisé pour un hacker, pour effectivement, je dirais, manipuler les gens, peut être utilisé aussi intelligemment par les équipes sécurité pour répondre en 24/7 à toute question qui se pose. Et là, très honnêtement, c'est un élément qui est assez différenciant dans le sens où les gens n'hésitent pas à poser des questions à un chatbot, là où ils auraient toujours l'impression d'être stupides en posant la question à l'équipe sécurité. Et donc, quand vous mettez l'ensemble de ces éléments en place et que vous l'alimentez en permanence de nouveaux éléments, vous obtenez très probablement quelque chose qui va vers l'acculturation à la sécurité. Et bien évidemment, c'est un parcours, c'est pas du jour au lendemain, mais je crois qu'il faut croire en l'humain et à sa capacité à s'adapter. Donc on est assez optimiste pour l'avenir, même s'il y a urgence. Alors, je vais en parler très très brièvement, mais justement, ça va être ma dernière question. On a beaucoup parlé de l'IA utilisée par les hackers, donc à des fins néfastes, mais j'imagine que l'IA est également utilisée pour se défendre. Et donc, quelle est la place de l'IA côté défense? Alors, il y a différents aspects. Il y a des aspects extrêmement techniques, effectivement, d'analyse de données historiques pour identifier des tendances, des risques, etc. Et donc pouvoir avoir un certain nombre d'initiatives particulières. Sur la dimension purement technique de la cybersécurité, je ne serais pas le mieux pour y répondre. Par contre, on peut l'appliquer aussi à l'humain et à la façon dont on fait changer les comportements des humains. Et là-dessus, on se rend compte qu'effectivement, l'IA est à même de pouvoir nous aider à comprendre des éléments effectivement de données, et de très rapidement identifier quelle est la meilleure initiative à pouvoir prendre vis-à-vis de chaque individu. Hein, au lieu d'avoir une analyse faite par un humain pour arriver, non, l'IA nous aide à travailler sur de la donnée historique et très rapidement de comprendre, voilà, l'élément le plus impactant pour cette personne demain, c'est ça et ça et ça. L'humain garde le contrôle, mais l'IA préconise, et en cela, je pense que l'IA peut être extrêmement utile, et l'est d'ores et déjà dans ce qui peut être proposé aux collaborateurs. Bien, merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette interview sur une émission Risque Intel Média en partenariat avec le FIC 2025 et j'espère pouvoir te revoir sur une autre de nos émissions. Merci à toi Yasmine.